On a sûrement tous déjà vu ces marques un peu étranges, ces cercles rouges sur le dos des athlètes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la pratique ancienne qui se cache juste derrière, la thérapie par les ventouses. Oui, ces fameuses marques rondes, on les voit de plus en plus, et pas seulement sur les sportifs de haut niveau. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Allez, on va décrypter ensemble ce qui se cache derrière ces cercles. Alors pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. On va commencer par la base, c'est quoi cette thérapie? Ensuite, pourquoi l'utiliser? Comment ça fonctionne concrètement? Les points de vigilance à connaître et on finira avec quelques exemples de traitements bien précis. Bon, première étape, la thérapie par ventouse. Qu'est-ce que c'est au juste? En gros, c'est une technique qui nous vient tout droit de la médecine traditionnelle chinoise. Le principe, c'est d'utiliser des sortes de petites cloches, les ventouses, pour créer une succion sur la peau. L'objectif derrière tout ça, eh bien, il est double. Relancer la circulation du sang et de l'énergie pour aider le corps à se rééquilibrer et à soulager toutes sortes de maux. D'accord, on a la définition. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans quel cas on s'en sert? Quelles sont les indications? Et là, c'est assez bluffant parce que le champ d'application est vraiment très large. On pourrait penser que c'est juste pour les douleurs musculaires, mais pas du tout. Ça va bien au-delà, ça touche à des domaines très variés, de la médecine interne jusqu'à la pédiatrie. Par exemple, on va retrouver son utilisation pour des soucis respiratoires comme l'asthme ou la bronchite, pour certains troubles digestifs, des problèmes de peau, des rhumatismes, et bien sûr ce pourquoi elle est la plus connue, la gestion de la douleur, que ce soit un mal de dos, une sciatique. Mais ça ne s'arrête pas là, on a aussi des applications beaucoup plus spécifiques. En gynécologie par exemple, pour les règles irrégulières. En pédiatrie pour des choses comme la toux, l'indigestion. Et même en neurologie pour aider sur des insomnies, des vertiges ou des maux de tête. Bon, on a vu le pourquoi, maintenant passons au comment. Comment ça se passe, une séance de ventouse? Quels outils, quelles techniques? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les outils ont évolué. D'un côté, on a la méthode traditionnelle, avec des ventouses en bambou, en verre. De l'autre, des outils beaucoup plus modernes, comme cet appareil à aspiration électrique qui permet de contrôler la succion au millimètre près. Cette technique moderne, qu'on appelle souvent air cupping, utilise une petite pompe pour faire le vide. Le gros avantage, c'est vraiment la précision. Le praticien peut ajuster la force de la succion de manière très fine, ce qui rend le traitement plus sûr et adaptable à chaque personne. Ensuite, il y a une technique vraiment particulière, les ventouses mobiles. En chinois, on dit zhou guan. L'idée, c'est qu'une fois la ventouse posée et la succion faite, le thérapeute la fait glisser le long d'une zone, comme le dos par exemple. On applique une huile avant, bien sûr, pour que ça glisse bien. C'est un peu comme un massage en profondeur, mais avec une succion. Voilà, cette image illustre parfaitement le mouvement. On imagine bien l'effet sur les tissus en dessous. Ça permet de travailler une zone beaucoup plus étendue qu'avec une simple ventouse fixe. Et il y a encore d'autres méthodes. Par exemple, les ventouses éclairs, on pose et on retire la ventouse très vite, de manière répétée. C'est très stimulant. Puis il y a la technique la plus connue, les ventouses fixes, où on laisse les ventouses en place quelques minutes pour une action plus profonde. Maintenant, on arrive à une partie hyper importante, vraiment cruciale, la sécurité. Parce que non, cette thérapie n'est pas pour tout le monde. Il y a des précautions et des contre-indications à respecter scrupuleusement. Voilà, c'est très clair, il y a des situations où il ne faut tout simplement pas utiliser les ventouses. Par exemple, c'est une contre-indication absolue pour les gens qui ont des troubles de la coagulation, comme l'hémophilie. Pareil en cas de forte fièvre ou de convulsions. On évite aussi sur des zones où la peau est abîmée, en cas d'allergie, d'ulcère. Et bien sûr, on ne pose jamais une ventouse sur de gros vaisseaux sanguins. Il faut aussi être particulièrement prudent avec certains publics. Pour les femmes enceintes, on évite absolument l'abdomen et le bas du dos. Même chose pour les personnes très affaiblies ou qui souffrent de problèmes cardiaques sérieux. Dans tous ces cas, c'est simple. L'avis d'un médecin est non négociable. Allez, pour finir, voyons un cas pratique. Comment est-ce qu'on applique tout ça pour un problème bien concret? Prenons un exemple très courant, le traitement des douleurs liées à l'arthrite ou au rhumatisme. C'est vraiment l'une des utilisations phares de cette technique. Alors, comment la médecine traditionnelle chinoise voit-elle les choses? Pour elle, des symptômes comme la douleur, la raideur, le gonflement, c'est souvent dû à ce qu'elle appelle une invasion de vent froid-humidité. C'est une image, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un blocage, que la circulation se fait mal. Le but du traitement va donc être de chasser ce froid et cette humidité pour relancer la circulation. Pour ça, on va appliquer des ventouses fixes sur des points d'acupuncture bien précis autour de l'articulation. Et voilà, on boucle la boucle. Ce qui est assez fou, c'est de voir comment une pratique aussi ancienne, qui a traversé les siècles, trouve encore aujourd'hui sa pertinence pour soulager des maux bien modernes. Ça laisse songeur, non? On se demande si parfois les réponses à nos problèmes actuels ne se trouvent pas déjà là, dans des savoirs ancestraux qu'on aurait peut-être un peu trop vite oubliés.